Merci beaucoup aux deux associations organisatrices et aux deux organisatrices de m'avoir invité. Et effectivement, quand on a lancé l'invitation, le sujet n'était pas autant dans l'actualité. Il nous a rattrapé. Alors, c'est pas la première fois que Vincent Payon dit que la théorie du genre est une rumeur. Il l'avait déjà fait au mois de septembre. On avait déjà été obligé de lui expliquer et de sortir les textes, et finalement, ça ne l'avait pas empêché de continuer, puisque depuis le mois de septembre, il y a eu beaucoup de nouveaux dispositifs qui ont été mis en place, qui vont dans ce sens-là. Alors, ce que je voulais un petit peu effectivement vous présenter dans cette petit exposé, c'est à la fois les origines de la théorie du genre, le moyen par lequel elle s'est diffusée, et puis, plus spécifiquement, parce que je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment d'actualité, un focus sur comment elle est mise en application dans l'école française. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, vous l'avez dit, c'est très confus, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas si c'est une rumeur ou pas une rumeur, on ne sait pas s'il faut parler d'études de genre, de théorie du genre, etc. Il faut savoir que cette confusion-là, c'est quelque chose qui est intrinsèque même à la théorie du genre. La théorie du genre, Éric Fassin, je vais parler souvent de lui, Éric Fassin, c'est le grand prêtre de la théorie du genre en France, sociologue à Paris 8 aujourd'hui, il a été à l'école des hautes études, c'est celui qui a été le préfacier, on y reviendra tout à l'heure, de Judith Butler qui est vraiment la figure de proue de la théorie du genre et de la version la plus radicale de la théorie du genre, et c'est lui qui a introduit ces écrits, qui sont à l'origine des écrits américains, qui les a introduits en France. Et Éric Fassin dit, un des objectifs de la théorie du genre, c'est de rendre flou et confus ce qui paraît évident, et notamment la différence des sexes. Et donc c'est sur cette base-là, alors après, c'est très difficile de voir comment est née la théorie du genre. En gros, pour aller très vite, après on rentrera dans les détails, c'est quelque chose qui est né et qui s'est développé surtout à la fin des années 60, à l'origine quand même dans un endroit très réduit, puisque c'était le campus de Berkeley aux États-Unis, dans un milieu là aussi très étroit, puisque c'était le milieu des militantes féministes radicales, des militantes lesbiennes radicales d'ailleurs, puisqu'elles revendiquaient, on y reviendra tout à l'heure, un statut à part, et ça, pendant plusieurs décennies, jusqu'au milieu des années 2000, ça n'est pas sorti de ce petit milieu-là. Et puis, après, sur quoi ça s'est basé? L'idée de fond qu'il faut comprendre, et on y reviendra tout à l'heure, c'est cette idée qui semble une idée généreuse, qui est l'idée de dire que le progrès humain, c'est le résultat d'une lutte de la culture contre la nature. Eh bien, pour elle, le progrès ultime, c'est de s'affranchir totalement de la nature pour être totalement capable de s'autodéterminer, de choisir son destin. Et Éric Fassin dit par exemple, l'anatomie, aujourd'hui, ne doit plus être notre destin, donc on doit pouvoir s'affranchir de son corps. Et donc ça, voilà un petit peu où on en est, et si on doit résumer en quelques mots la théorie du genre, c'est quelque chose qui consiste à penser qu'il peut y avoir une séparation stricte entre le sexe, qui relève de la biologie, et le genre, et qu'on peut tout à fait être de sexe, un homme, c'est compliqué à expliquer, un homme biologique, mais se sentir femme. Et être de genre féminin. Et là, je suis arrivé un petit peu en retard parce que j'étais en débat sur LCI face à une militante très radicale, qui est malheureusement prof d'université, et qui, elle, effectivement, revendique le fait qu'il faut dépasser la binarité, parce qu'il n'y a pas que deux genres, il n'y a pas que le masculin et le féminin, mais il y en a au moins 5, si ce n'est plus, et une infinité de genres, et donc tout le monde peut inventer, et on va revenir un petit peu là-dessus. Alors voilà pour cette toute petite introduction pour placer un peu les choses. En gros, les origines de la théorie du genre, ce qu'il faut savoir, c'est que on a évolué de ce qu'on appelait les women's studies, les études féminines, jusqu'à ce qui a été la partie la plus politique, le New Gender Politics. Alors, il y a deux racines importantes à connaître dans la théorie du genre. Les premières racines, c'est des racines marxistes, et donc effectivement, il y a quand même des choses qui remontent à loin, puisque le premier à parler finalement, à placer un des piliers fondateurs de la théorie du genre, c'est Frederick Engels, qui dans un livre en 1884, qui s'appelle L'origine de la famille, de la propriété privée de l'État, dit « La première opposition de classe qui se manifeste dans l'histoire
coïncide avec le développement de l'antagonisme entre l'homme et la femme dans le mariage conjugal. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de l'évolution de la théorie du genre. C'est qu'il y a forcément une opposition, rapport dominant-dominé entre l'homme et la femme, et c'est ce rapport-là qui est à l'origine même de la théorie du genre. Puisque, aujourd'hui encore, un des éléments fondateurs, c'est de considérer qu'en tout, la femme est forcément victime, et que donc, il faut mettre en place des structures pour déconstruire les préjugés. Il va aller plus loin, puisque Lénine va nous dire qu'il faut dépasser le stade initial de l'aliénation de la femme, qui est asservie dans le cadre du mariage, qui est la citadelle de la turpitude de la société bourgeoise. Et donc on va retrouver pas mal de choses qu'on a connues ces dernières semaines, c'est-à-dire une contestation frontale du mariage, une contestation frontale de la filiation, puisque une théoricienne soviétique qui va être la première ministre de la famille soviétique, qui s'appelle Alexandra Kollontai, va nous dire, et ça aussi c'est quelque chose qu'on va retrouver, les femmes doivent être retirées de la reproduction pour être mises à la production. Et c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'une des revendications les plus importantes de ces mouvements-là, c'est de dire qu'il faut faire en sorte de libérer la femme de la procréation. Et donc effectivement, la PMA, la GPA, mais aussi, on y reviendra, les ventres artificiels, c'est quelque chose qui va dans le sens pour être du progrès, puisque un des fondements pour être de l'aliénation de la femme, c'est le fait qu'elle porte l'enfant. Et donc il faut remettre ça en cause. Donc ça c'est la première racine, qui est une racine très profonde et qu'on va revoir tout au long de l'évolution de la théorie du genre, puisque cette théorie du genre est née avec ces racines-là et a évolué par sauts successifs de radicalité. C'est-à-dire qu'au début, finalement, ceux qui sont intéressés à ces questions-là s'intéressaient, dans cette vision de rapport dominant-dominé, au rapport de la femme par rapport à l'homme, dans un rapport très marxiste, finalement, qui est ce qui est dominant-dominé. Et puis, il y a eu un premier saut de radicalité qui nous amène au début des années 20-30, avec une sociologue, une anthropologue, néo-zélandaise, qui s'appelle Paola Tobey, et qui va faire ce premier saut de radicalité. C'est-à-dire qu'on va déjà plus parler simplement des hommes et des femmes, mais on va mettre en cause la question de l'orientation sexuelle. Et pour elle, c'est donc ce qui définit les individus, ce n'est déjà plus le fait d'être un homme ou une femme, mais c'est d'être hétérosexuel ou homosexuel. Et Paola Tobey va nous dire l'hétérosexualité est un dispositif historique de gestion sociale de la reproduction. L'hétérosexualité monogame et reproductive fonctionne comme une domestication de la sexualité des femmes, les exposant maximalement au coït reproducteur. Alors ceux qui ont fait un peu d'économie marxiste reconnaîtront un pur parallèle avec ce qu'on apprend en marxisme sur l'utilisation maximum des profits, etc. On a en fait une sorte de parallélisme assez caricatural entre des théories économiques et la vie intime et la vie familiale. Et donc ça va être effectivement quelque chose qui va être le premier saut de radicalité et qui nous amène à finalement ce qui est une forme de marxisme appliqué à la famille et à la vie intime. Deuxième saut de radicalité, ça va être celui qui va être fait avec celle qui est effectivement la véritable pionnière de la théorie du genre. Cette pionnière-là, malheureusement, on ne peut pas s'en réjouir, c'est Monique Wittig et c'est une Française. Monique Wittig, pour ceux qui, peut-être que personne peuvent se rappeler d'elle dans les années 60, Monique Wittig est une romancière qui a d'ailleurs eu un prix pour un de ses romans, qui était une lesbienne radicale, puisqu'elle appartenait à un groupuscule assez connu dans les années 60, qui était un groupuscule révolutionnaire qui s'appelait les Gouines Rouges, et qui était devenue une des fondatrices du mouvement MLF. Et elle, effectivement, elle va déjà faire un saut de radical très important, puisque pour elle, ce qui conditionne réellement la place dans la société, c'est est-ce qu'on est hétérosexuel ou est-ce qu'on est homosexuel. Et elle va considérer, elle va se fâcher d'ailleurs en France avec une grande partie du milieu féministe, que les femmes hétérosexuelles ne sont pas de vraies femmes. Puisque, on reprend l'idée du Marx, puisque forcément on est dans une logique de guerre des classes, qui là devient une guerre des sexes, la femme hétérosexuelle collabore avec l'homme, et donc n'est pas digne d'être une vraie féministe.
Et donc on va voir ce premier passage-là, et donc elle va nous dire par exemple que, et ça c'est quelque chose qui est effectivement dans son livre, qui est finalement un des livres majeurs aujourd'hui de l'histoire de la théorie du genre, qui s'appelle La pensée straight. Straight aux États-Unis, ça signifie hétérosexuel. S'il y a une issue possible au système d'oppression hétérosexiste qui assure la pérennité du rapport d'appropriation des femmes et de leur travail, il faut la chercher dans le lesbianisme. Et effectivement, on va avoir cette volonté très forte d'irriguer les mouvements féministes par cette guerre des sexes qui va être menée par Monique Wittig. Monique Wittig va partir dès le début des années 70 aux États-Unis pour justement fonder finalement sa petite colonie à Berkeley. Et donc là on a la première racine qui est effectivement cette racine marxiste qui considère hommes et femmes dans un rapport d'opposition, hétérosexuel et homosexuel dans un rapport d'opposition et de domination, et qui va être une des racines importantes. Ça va rencontrer une deuxième racine qui est aussi très intéressante et très importante, c'est les travaux qui ont eu lieu sur l'ambiguïté sexuelle anatomique. Alors, juste pour vous rappeler un petit peu, pour ceux dont les cours de biologie sont un peu loin, qu'est-ce que c'est le sexe biologique? Le sexe biologique, il est caractérisé par 4 éléments. Le premier élément, c'est l'anatomie, c'est le fait d'avoir un pénis ou un vagin. Le deuxième élément, c'est les gonades, c'est le fait d'avoir des testicules ou des ovaires. Le troisième élément, c'est les hormones, le fait d'avoir de la testostérone ou de l'œstrogène. Et le quatrième élément, c'est la génétique, le fait d'avoir des chromosomes XY ou des chromosomes XX. Il arrive, dans des cas très rares, qu'à la naissance, il y ait une ambiguïté. On appelle ça une ambiguïté anatomique. Les médecins ne peuvent pas dire avec certitude si c'est un garçon ou une fille, parce que sur ces 4 éléments-là, il peut y en avoir un qui n'est pas en cohérence avec les autres. Et là, on a déjà un premier combat politique. Les médecins disent aujourd'hui que ces cas d'ambiguïté sexuelle existent, mais qui concernent une naissance pour 4000. Les militants du genre vont pouvoir vous dire que c'est un cas beaucoup plus fréquent. Les plus modérés disent que ça représente 1% des naissances. Et les plus hystériques, mais qui sont malheureusement ceux qu'on retrouve aujourd'hui dans les ministères, disent qu'un Français sur 4 est en fait, sans le savoir, d'un genre biologique ambigu, et que si on regardait avec précision, on ne pourrait pas le classer entre hommes et femmes. Et donc à partir de ces travaux-là, il y a eu 2 personnes qui ont fait des travaux qui vont être à la base de ça. 2 personnes qui ont travaillé sur les enfants qu'on appelle il y a quelques années des hermaphrodites et qu'on appelle aujourd'hui des enfants intersexes. Ce sont 2 médecins, un psychologue américain, le professeur John Money et le professeur Robert Stoller. John Money est un spécialiste des enfants intersexes et Robert Stoller est un spécialiste, le premier, qui dans les années 50 a opéré des transsexuels. Et donc c'est ces 2 personnes-là qui vont être amenées à travailler et à publier. C'est Robert Stoller et John Money qui, pour la première fois, vont parler de genre. Et ils utilisent ça dans une vision très messianique, puisqu'ils vont considérer, même prométhéenne on pourrait dire, ils vont considérer, notamment John Money, que de 0 à 2 ans, l'enfant est une feuille blanche, et qu'on peut tout à fait, grâce à un traitement hormonal, une opération chirurgicale et la culture, la manière dont on l'élève, on peut le faire devenir un homme, un garçon ou une fille. Il en est convaincu parce qu'il travaille depuis des années sur des enfants qui sont des enfants intersexes. Et puis, pour être très franc, si vous voulez, on en reviendra tout à l'heure, je ne vais pas vous faire la biographie de John Money, c'est un personnage sulfureux qui a été accusé, parce que à l'époque, dans les années 60, c'était assez la mode, il était à la fois très très hostile aux hommes et aux garçons, et à la fois très attiré par les petits garçons. Il a été, pendant tous ses travaux, était quelqu'un qui en gros a transformé tous les enfants intersexes qu'on lui a confiés en petites filles. Voilà. C'était beaucoup plus facile pour lui de couper que de faire autre chose, donc il a transformé tous les petits garçons en petites filles. Et donc, cette intuition-là a été quelque chose d'assez intéressant au début des années 50. Et puis, il y a eu, et là, c'est John Money était donc dans cette idée-là, et il voulait arriver à prouver
que son intuition qu'il avait sur les enfants intersexes était quelque chose qui était généralisable dans l'ensemble des enfants. Et il a eu finalement la chance de sa vie, en tout cas c'est ce qu'il a pensé, parce qu'il a rencontré un cas. Alors ce cas, peut-être que certains d'entre vous le connaissent maintenant, c'est un cas assez dramatique. C'est le cas de deux petits jumeaux qui sont des Canadiens, la famille Reimer, Bruce et Brian, deux petits jumeaux qui ont 9 mois, et qui, à 9 mois, parce qu'ils ont un problème pour uriner, sont obligés de subir une circoncision médicale. Et lors de la première opération, l'opération de Bruce Reimer, le premier jumeau à passer sur la table d'opération, le chirurgien commet une erreur, et le pénis du petit garçon est irrémédiablement brûlé. Les parents sont totalement défaits, le deuxième jumeau du coup, ne va pas être opéré, et d'ailleurs, quelques mois plus tard, il ira très bien sans qu'on l'opère. Mais les parents vont chercher pendant plusieurs mois, ils vont consulter tous les médecins, tous les chirurgiens possibles pour savoir s'il y a un moyen de réparer le pénis de l'enfant. Et puis, un soir, ils tombent à la télé devant une émission qui présente John Monnet comme un petit peu le grand spécialiste des affaires du sexe des enfants. Et donc, ils vont le consulter. Et John Monnet est ravi, puisqu'il a enfin un protocole d'expérience. Il a deux petits garçons identiques, deux jumeaux. Et il va essayer d'en élever un comme une petite fille et l'autre comme un petit garçon, et montrer que c'est tout à fait possible. Et il va convaincre les parents. Alors, l'opération a eu lieu à 9 mois. Les parents rencontrent John Monnet alors que le petit garçon a 22 mois, donc qui est déjà à 22 mois, il a déjà presque 2 ans. Pour tous ceux qui connaissent les enfants, c'est qu'à 2 ans déjà, il n'y a plus d'ambiguïté, l'enfant il sait qu'il est un petit garçon ou qu'il est une petite fille. Et bien, malgré tout, il va les presser en leur disant c'est tout à fait faisable et on va transformer cet enfant. Et donc, une opération, après une première opération, un traitement hormonal et une psychanalyse assez longue, il va transformer le petit Bruce Reimer en Brenda Reimer. Brenda Reimer va être ramenée chez ses parents, elle va suivre, l'objectif c'était de maintenir secret totalement le fait qu'elle était un petit garçon à l'origine, et on va élever les deux jumeaux comme un garçon et une fille. En 1972, donc 6 ans après, l'opération est d'ailleurs très loin d'être terminée, John Monnet va écrire un livre qui va être le résultat de cette expérience et qui va prouver aux yeux du monde qu'il avait raison et qu'on pouvait transformer un garçon en petite fille. Et ce livre-là, j'y reviendrai dans quelques instants, va être va être à l'origine du développement de ce qu'on appelle vraiment la théorie du genre. Je vous ai parlé de deux racines, le marxisme et les travaux sur l'anatomie, et la théorie du genre va partir à partir d'un livre d'Anne Oakley, qui est une sociologue, et qui va, à partir en 72, donc quelques mois après la publication du livre de John Monnet, se baser sur les écrits de John Monnet pour dire, voilà, on a la preuve qu'on peut totalement changer de sexe, et que donc du coup, c'est artificiel. Et puisque c'est artificiel, il faut se poser la question de qu'est-ce qui nous a obligés, quels sont les codes et les normes qu'on nous fait gober pour nous classer entre garçons et filles. Et elle va partir là-dessus, et elle va effectivement lancer la première graine qui va germer. Le problème, c'est que l'opération de Brenda Reimer n'est pas une opération qui s'est passée sans aucun souci. Et d'ailleurs, il y a une vraie mauvaise foi, puisque dès 1972, même avant 1972, il y a déjà plein de signes qui montrent que ça ne marche pas. La petite Brenda Reimer vit très mal, elle a de plus en plus de difficultés, à l'école ça ne va pas du tout, elle a des problèmes de comportement. À 14 ans, elle fait une première tentative de suicide et les spécialistes qui la suivent recommandent à ses parents de lui expliquer et de lui révéler la vérité. Et du coup, immédiatement, elle demande à arrêter son traitement hormonal, à ce que ses parents l'appellent David, et donc à redevenir un petit garçon, un adolescent. Et à 18 ans, elle va faire les démarches pour redevenir un homme véritablement, refaire un traitement hormonal symétrique, se faire opérer pour se faire reconstruire un pénis, etc., etc. Malheureusement, tout ça, ça laisse des séquelles. Et à 44 ans, après que son frère, lui aussi, ait très très mal vécu la révélation, puisque son petit frère ne se rappelait plus non plus qu'il a découvert qu'il avait un frère et une sœur, son frère va se suicider le premier, et David Reimer va se suicider à l'âge de 44 ans. C'était en 1990.
On est aujourd'hui en 2014. La majorité des livres français qui parlent de la théorie du genre, qui sont sortis en 2010, 2011, 2012, notamment ceux qui sont des manuels qu'on utilise dans les universités françaises, parlent encore de l'opération de Bruce et Brenda Reimer comme un succès. Personne ne parle du suicide de David Reimer. Et c'est effectivement quelque chose qui est très important, puisque c'est à partir de ce mensonge construit que les sociologues, alors Anne-Claire de bonne foi, puisque quand elle va commencer ses théories fumeuses, elle ne sait pas, elle, que c'est un échec. Mais John Monell, lui, le savait déjà, et il ne l'a jamais démenti. Alors ça, c'est la première graine. Puis ça va grandir assez vite dans ce qu'on va appeler la French Theory, puisque aux États-Unis, un petit peu comme d'ailleurs en France, on utilise souvent ce terme quand on est un peu un charlatan scientifique, on a toujours tendance à dire il y a une étude américaine qui prouve que, et bon, aux États-Unis, pour faire un peu plus exotique, ils disaient qu'il y avait des philosophes français qui pensaient que. Et on a utilisé, et notamment Judith Butler, a utilisé effectivement toute une série d'intellectuels français, comme Claude Lévi-Strauss, Jacques Derrida, Michel Foucault, qui effectivement étaient plus populaires aux États-Unis qu'en France. Et d'ailleurs, elle a beaucoup travesti leur pensée, puisque Claude Lévi-Strauss notamment, avant de mourir, a écrit en disant que la manière dont les féministes américains avaient compris ses travaux sur le structuralisme était totalement anachronique et que ce n'était pas du tout ce qu'il avait voulu faire. Mais c'est aussi, à partir, et d'ailleurs aujourd'hui encore, les militants du genre se réfèrent toujours à des philosophes, ou en tout cas à des personnalités françaises, puisque la phrase qu'on entend toujours, c'est celle de Simone de Beauvoir, qui est issue du IIe siècle, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et ça, c'est la phrase aussi que vous entendez toujours. Sauf que, là aussi, mauvaise foi, Simone de Beauvoir, quelques pages après, met en garde déjà les féministes américaines qu'elle connaissait un petit peu, et elle leur dit, mais par contre, ce serait de mauvaise foi de se situer par-delà de son sexe. Donc on a déjà une première chose que les féministes américains ont volontairement oubliée. Donc puisque tout cela est totalement artificiel, selon eux, le travail du scientifique, c'est de déconstruire les normes et les stéréotypes pour parvenir à cette nouvelle liberté que chacun devrait avoir, c'est celle de s'autodéterminer, de choisir d'être un homme, une femme, ou du troisième sexe, on y reviendra tout à l'heure. Alors tout ça effectivement, c'est intéressant parce que là, ça nous amène déjà un petit peu plus dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est quelles sont les normes et les stéréotypes qui nous conditionnent en tant que garçons, entre garçons et filles, en tant qu'hommes et femmes? Et là, c'est pour eux, la théorie de genre, c'est une théorie globale. Tout nous conditionne. Ça va dans les plus petits détails. La langue et la grammaire nous conditionnent. Et Judith Butler, qui est effectivement cette figure de proue de la théorie du genre, est une linguiste à l'origine, dont les écrits français sont presque tous inaccessibles, en tout cas à la lecture, parce qu'ils sont incompréhensibles, sauf un livre qui est plus facile, qui s'appelle Trouble dans le genre, Gender Terrible, parce que, et c'est assez marrant de le voir, la traductrice, son excuse en préface, elle a décidé, pour rendre le livre plus compréhensible, de respecter les règles de grammaire. Alors que Judith Butler a décidé de subvertir les codes et les normes, et donc de ne pas respecter les règles de grammaire ou les règles d'orthographe classique, de construction des phrases, parce que pour elle, forcément, c'est quelque chose qui impose le genre. Et si on prend par exemple ce que dit Judith Butler, se référant à celle dont on a déjà parlé, qui s'appelle Monique Wittig, elle nous dit « Lorsqu'on nous apprend les règles d'intelligibilité que doit suivre la langue, on nous fait entrer dans un langage normalisé. Ce serait une erreur de penser que la grammaire que l'on a apprise est le meilleur moyen d'exprimer des vues radicales, étant donné les contraintes qu'impose cette grammaire à notre pensée, et même à ce qui est simplement pensable. Si le genre est lui-même naturalisé par des normes grammaticales, comme le soutenait Monique Wittig, c'est alors en contestant la production grammaticale du genre qu'on pourra atteindre et arriver au niveau épistémique le plus fondamental. » Donc, par exemple, c'est un exemple. La langue est quelque chose qui nous structure. Et donc, concrètement, par exemple, comment ça se traduit en France? En France, il faut savoir que depuis 2 ans, il y a un collectif qui s'est monté, qui s'appelle le collectif L'égalité, c'est pas sorcier, qui est financé en grande partie par la Ligue de l'enseignement, qui elle-même est financée en grande partie par la région Île-de-France et le ministère de l'Éducation nationale, et qui se bat pour, par exemple, un combat très important pour supprimer la règle « le masculin l'emporte sur le féminin » en grammaire.
qui est effectivement une règle qui nous a tous perturbés pendant des années. Et donc, l'idée, c'est de revenir à une règle où c'est la proximité, on fait ce qu'on veut, en tout cas le masculin ne doit plus l'emporter, parce que ça serait ça qui impose dans notre esprit la domination. De la même façon, Geneviève Fioraso vient de lancer un programme de recherche financé, donc Geneviève Fioraso, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a lancé un programme de recherche pour qu'on fasse des études pour trouver les bases d'une langue neutre et non sexiste. Et là encore, comment on fait pour changer la langue, changer les mots, pour arriver à cette volonté de changer les mentalités. Dernier exemple qui est plus frappant, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peut-être plus, c'est la volonté d'avoir des pronoms neutres. Vous savez peut-être, on y reviendra tout à l'heure, des pronoms neutres. En Suède, par exemple, je vais y revenir dans quelques instants, dans certaines crèches, les enseignants sont obligés d'utiliser un pronom neutre pour pas arbitrairement assigner un genre aux enfants qu'ils ont devant eux. Parce qu'effectivement, s'ils voient un petit garçon et qu'ils utilisent le pronom équivalent à il, ils vont le considérer comme un garçon mâle. Et ça, c'est pas bien. Et donc, on utilise pour les enfants un pronom neutre pour qu'ils aient le choix, plus tard, de choisir de quel genre ils sont. Et ça, ce pronom en Suède, c'est le pronom M, et ces mêmes militants dont je vous ai parlé il y a quelques instants militent en France pour qu'on ait un pronom neutre. Alors, si vous voulez, on pourra voter à la fin, parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord entre eux. Il y a deux pronoms possibles, l'elle ou ol. Les deux sont très très mignons, mais effectivement, c'est la première. Tout ça, ça m'amène à parler de la deuxième, parmi ces stéréotypes, la deuxième chose, c'est l'éducation. L'éducation, pour eux, c'est quelque chose de très fort, et c'est quelque chose qu'il faut effectivement déstructurer. Donc, il faut arriver vers ce qu'on appelle l'éducation neutre. L'éducation neutre, c'est une éducation où on enlève les repères masculins et féminins, et on met des repères neutres, uniformes, qui permettent à parler à tous les enfants de la même façon. Alors ça, il y a quelques exemples de où on peut aller quand on va dans cette direction-là. Il y a 3 enfants qui ont fait la une de l'actualité il y a quelques années, ou quelques mois, c'est Pop, Storm et Sacha. Point commun de ces 3 enfants, il y en a un qui est suédois, l'autre qui est norvégien, et le troisième est américain. C'est que ces 3 enfants dont les parents ont décidé de les élever sans sexe. C'est-à-dire, personne ne sait si ce sont des garçons ou des filles. De façon volontaire, les parents maintiennent un look androgyne et font en sorte que les enfants soient habillés alternativement en robe ou en pantalon, de façon à ce qu'ils puissent être libres de choisir sans que ce soit la société qui leur impose d'être un garçon ou une fille et qu'ils puissent choisir quand ils seront plus grands. Pour l'instant, ces enfants-là ont entre 5 et 6 ans et on ne sait pas encore quelles seront les séquelles, mais il y a de grands risques qu'il y ait des séquelles. Ce qui paraît simplement les délires de certains parents est en train de devenir une politique dans certains pays du nord de l'Europe, notamment la Suède. La Suède est devenue un des endroits où on a développé au maximum l'éducation neutre, avec notamment une crèche qui s'appelle la crèche Egalia à Stockholm, et c'est cette crèche-là qui effectivement veille à ce qu'on utilise des pronoms neutres pour interpeller les enfants, à ce que les jeux soient neutres. C'est-à-dire qu'on a supprimé les jeux comme les poupées, les petites voitures, parce qu'il faut faire en sorte que les enfants ne jouent pas selon leur genre, donc des jeux neutres. On va faire attention aux livres, et ça on verra que c'est en France aussi le cas, aux livres qu'on leur lit, etc., etc. Le danger de tout ça, c'est qu'on s'aperçoit, et c'est ce que nous disent d'ailleurs les pédagogues de cette crèche-là, c'est qu'ils nous disent qu'ils font ça pour donner plus de liberté aux enfants, cette liberté de s'identifier, de s'autonomiser, sauf que ça a un coût. Le coût, c'est qu'il faut les priver de liberté pendant qu'ils sont jeunes. Parce qu'à chaque fois qu'on met des jeux libres, ils reviennent vers ce qu'ils appellent des jeux stéréotypés. Effectivement, dès lors que vous leur laissez une plage de liberté pendant la période de la crèche, et bien les petites filles vont rejouer plutôt avec les petites filles aux poupées, etc. Et les petits garçons vont jouer entre petits garçons aux jeux classiques. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de plage de liberté, et ça nécessite une vraie discipline pour finalement rééduquer les enfants. Alors, ça a des vraies conséquences. La majorité des professionnels de l'enfance et des psychologues s'en inquiètent pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on sait qu'effectivement, l'identité sexuelle des enfants, c'est à la fois quelque chose de biologique et à la fois quelque chose de culturel. Entre 0 et 6 ans, l'identité des enfants, l'identité sexuelle s'affirme. Et si, pendant cette période-là, on envoie des signaux contraires, si en gros, un enfant qui est né garçon, on va l'éduquer comme une fille, il y aura une tension qu'il n'arrivera pas à résoudre.
Françoise Dolto, qui fait quand même figure de référence dans le milieu des psys, disait « Il faut faire attention à élever son enfant selon le génie de son sexe ». C'est qu'effectivement, la culture joue un rôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est inquiet sur la manière dont l'école travaille. Parce que si on était convaincu, comme la caricature que veulent nous faire les militants du genre, qui disent qu'en gros, on est simplement des arriérés biologistes, où on pense que tout est déterminé par la nature, si c'était le cas, on ne s'inquiéterait pas de ce que dit l'école. Mais c'est parce qu'on sait bien qu'il y a une part de nature, il y a une part de nature, mais il y a aussi une part de culture, qu'on s'inquiète de ce qui peut être enseigné à nos enfants. Et donc ça, c'est important parce que effectivement, ça crée des tensions qui peuvent être source de problèmes. Deuxième problème, plus limité en termes de nombre de personnes, mais qui reste très grave, c'est qu'il y a effectivement des enfants qui, entre 4 et 6 ans, ont ce qu'on appelle des dysmorphismes de genre, c'est-à-dire qu'ils ont des comportements qui peuvent paraître contraires à leur sexe de naissance. Des petits garçons qui s'habillent en petites filles, des petites filles qui ont un comportement très masculin. La majorité des psychologues qui travaillent sur ces questions-là s'aperçoivent que c'est des problèmes qui sont finalement à différents degrés assez fréquents, mais qui disparaissent avec le temps, et que la seule chose qu'il faut faire, c'est ne pas conforter l'enfant dans ce délire. Il faut le recadrer, simplement. Quelquefois, ça nécessite effectivement des séances de psychanalyse. Quelquefois, d'ailleurs, c'est pas un problème qu'a l'enfant, c'est un problème qu'a la famille, puisqu'on s'aperçoit que très souvent, par exemple, un petit garçon qui s'habille en petite fille, c'est souvent parce qu'il a une sœur plus grande qui a l'air d'attirer plus l'attention de ses parents, et donc il essaye de limiter pour essayer d'avoir autant d'attention que les parents, et que tout ça, c'est très bien traité par la majorité des psychanalystes. Sauf qu'aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des psychanalystes qui sont attaqués. Parce que quand ils font une psychanalyse d'enfants qui ont ces problèmes-là, on les accuse de nuire à la liberté de l'enfant de s'autodéterminer. Et j'y reviendrai tout à l'heure, on a effectivement des cas d'enfants qui sont dans des situations assez compliquées, notamment en Belgique, en Argentine, où c'est devenu des porte-paroles. Deuxième élément pour bien comprendre ce qu'est la théorie du genre, c'est une théorie qui est quand même réellement anti-scientifique. En tout cas anti-scientifique classique. Puisque un des objectifs assignés à la théorie du genre, selon Eric Fassat-Tour, c'est de challenger les sciences. Pour lui, comme d'ailleurs pour une grande partie des militants de la théorie du genre, il n'y a pas d'objectivité. L'objectivité scientifique n'existe pas. Il dit que la rationalité et les sciences sont phallocentriques. C'est les hommes qui ont inventé ça, et c'est un moyen d'assurer la domination des hommes. Et que du coup, il faut dépasser cette objectivité pour arriver à ce que Madame Harding, qui est une spécialiste des sciences militantes, va appeler l'objectivité forte. Alors qu'est-ce que c'est l'objectivité forte? C'est un renversement sémantique assez fort, puisque pour elle, les positionnements des scientifiques ne sont pas tous également valables, c'est-à-dire également objectifs. Seuls ceux qui répondent aux exigences d'une science démocratique le sont. Ainsi, Sandra Harding considère qu'il est faux de croire que la méthode scientifique requiert l'élimination de toutes les valeurs sociales dans le processus scientifique. Pour Harding, l'objectivité scientifique se fonde sur une définition de la démocratie réellement antisexiste et antiraciste. Donc on est déjà sur des choses où, là elle ne parle pas des sciences humaines, de la biologie, etc. Toutes les sciences doivent avoir des valeurs finalement très militantes. Et elle va plus loin, aussi, ceux et celles qui subissent ce statu quo et veulent l'ébranler sont le plus à même de produire des points de vue, des savoirs fortement objectifs. Seuls les militants sont objectifs. Ça paraît quand même un vrai renversement de sens, ça paraît totalement surréaliste. Malheureusement, Maurice Godelier, qui était un très grand anthropologue français, directeur du CNRS, directeur de recherche, a repris totalement cette philosophie-là, puisque lui-même considère qu'il y a un caractère légitime et nécessaire à faire des recherches portant sur les rapports hommes-femmes dans un esprit militant. Et c'est ce Maurice Godelier qui, à la fin des années 60-70, va, à partir de ce rapport-là, ouvrir la porte de l'université française à tout plein de militants qui vont être nommés maîtres de conférences comme ça. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, les porte-paroles de la théorie du genre, ce sont tous des universitaires. C'est un milieu que je connais bien, puisque nous aussi, on est un mouvement de
d'universitaires. Ce sont tous des universitaires, par contre ils n'ont pas passé tout à fait les mêmes concours et les mêmes diplômes que les autres, parce qu'effectivement ce qui comptait c'était de savoir s'ils étaient très militants ou pas militants. Et donc ça, effectivement, ça a été quelque chose qui a été très important. Et toujours, Éric Fassin dit, et c'est là quelque chose de fondamental, la dénaturalisation de la différence des sexes ne va pas de soi. Ça, on veut bien le croire. Et donc, pour arriver à cette dénaturalisation de la différence des sexes, il faut à la fois, il est à la fois nécessaire qu'il y ait un champ d'études et aussi un mouvement social. Et c'est en ça, effectivement, qu'on a quelque chose d'assez hybride. La théorie du genre, c'est effectivement quelque chose qui est né à l'université, qui repose sur un champ d'études, les études de genre, mais qui est aussi un mouvement militant. Et là, tout à l'heure, sur la télé que je vous disais, j'étais avec Marie-Hélène Boursier, qui est professeure à Lille 3, et qui effectivement revendique qu'elle est militante d'abord, et que la question du genre, c'est une question avant tout politique, et qu'il faut la prendre comme ça, que c'est une règle politique, et que ça a vocation à révolutionner toutes nos normes, comme d'autres théories générales ont pu le faire. Donc ça, c'est le tronc le plus important, la French Theory, la théorie du genre. Et puis, comme je vous disais, elle évolue par sauts successifs, et on arrive à ce qu'on appelle la queer theory, qui est effectivement, on pourrait dire, la dernière mise à jour de la théorie du genre. C'est celle qui a été développée par Judith Butler, et qui est celle qui considère, on a plusieurs sauts successifs, comme je vous l'ai dit. Premier saut, c'est homme-femme par rapport de domination. Deuxième saut, c'est pas la nature homme-femme qui est importante, c'est la considération homosexuelle et hétérosexuelle. Troisième saut de radicalité, on peut choisir d'être un homme ou une femme. Dernier saut de radicalité, pourquoi choisir? On peut être ce qu'on veut. Et c'est la queer theory qui est définie dans un livre de Judith Butler, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Le trouble dans le genre, subversion de l'identité, jusqu'à la création de ce qu'elle appelle le troisième sexe, ou en tout cas la performativité du genre, où on pourrait choisir et rentrer dans ce qu'elle appelle une société imaginative. Dans sa théorie, le genre devient simplement déclaratif, c'est-à-dire qu'il ne repose sur rien d'autre qu'un sentiment. On décide, on a le sentiment qu'on est un homme, peut-être le lendemain une femme, peut-être quelque chose effectivement entre les deux, et peut-être qu'on a aussi le droit de n'être ni l'un ni l'autre, et ça j'y reviendrai, c'est des choses qui commencent à exister. Et c'est ce qu'elle appelle la société imaginative, parce qu'effectivement ça laisse beaucoup plus d'imagination et beaucoup plus de possibilités. On n'a pas simplement des couples homosexuels et des couples hétérosexuels, on peut avoir la possibilité d'avoir, par exemple, des hommes lesbiennes, c'est-à-dire qu'un homme qui se sent femme et qui vit avec une femme, vous, de l'extérieur, vous pouvez penser que c'est un homme hétérosexuel, mais lui, s'il se sent femme, c'est que c'est un homme lesbienne. Et elle va essayer, effectivement, nous définir toute une série de choses comme ça, et c'est ce que Judith Butler, mais aussi Marie-Hélène Boursier, que je rencontrais sur le plateau de télé, revendiquent comme un vrai progrès. Donc il faut favoriser le trouble, et pour ça, ils ont trouvé une manière militante de le faire. C'est que pendant des années, comme je vous disais, ça n'a pas sorti du champ universitaire. Et là, ils ont trouvé, grâce à leurs militants, un moyen de faire avancer leur combat en mettant, finalement, en créant des porte-drapeaux qui sont devenus surtout des cas pratiques. Des gens qui sont mis à la limite du droit ou de la biologie et à qui, à un moment donné, la société a dû trancher pour savoir ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'on appelle les porte-drapeaux du trouble. Ce que j'appelle les porte-drapeaux. Alors, je vais vous donner 4 exemples pour que vous compreniez un petit peu. Il y en a malheureusement beaucoup d'autres. Le premier, c'est celui qui a été le plus connu parce que c'est le plus ancien, c'est Thomas Betty, un Américain, qui a accouché 3 fois et qui l'a toujours dans une volonté très militante, puisqu'il a choisi, c'est en fait, comme vous le devinez, une femme transsexuelle, il a choisi de devenir un homme, mais il a demandé au médecin de pouvoir accoucher. Et donc l'opération ne s'est pas faite complètement. Et il a accouché 2 fois, entre guillemets, naturellement. Et la 3e grossesse s'est mal passée. Et les médecins qui le suivaient voulaient lui faire une césarienne. Et il a fait un procès pour qu'on reconnaisse que si on voulait l'empêcher d'accoucher par voie naturelle, c'est parce que c'était un homme. Et c'était un moyen pour lui de faire avancer cette idée-là, que les hommes ont le droit d'accoucher par voie naturelle comme les autres. Il y a ce cas-là, c'est Thomas Betty. Il y a un cas qui a eu lieu il n'y a même pas 2 mois en Allemagne, où on a le même cas, un transsexuel homme qui s'est battu juridiquement pour que le tribunal reconnaisse qu'il avait accouché, qu'il n'était pas la mère de l'enfant, mais le père de l'enfant. Le tribunal l'a acté,
Ce qu'il a pacté, c'est qu'il voulait en plus que son enfant soit de genre neutre. Et ça, par contre, le tribunal allemand n'a pas accepté et a attribué un genre à son enfant. Premier cas. Deuxième cas, c'est Norimeh Welby. C'est une Australienne, c'est une ou un Australien, c'est souvent un peu compliqué. C'est la première personne de genre neutre officielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un homme qui est devenu un transsexuel femme complet, c'est-à-dire avec toutes les opérations, tous les traitements hormonaux, parce que soi-disant qu'elle se sentait mal dans son corps de femme. Quelques années plus tard, elle s'est sentie mal dans son nouveau corps de femme, et elle a décidé d'arrêter son traitement hormonal. Et, de façon là encore très militante, avec une équipe d'avocats, elle a fait constater aux médecins qu'ils étaient incapables de dire si elle était un homme ou une femme. Parce qu'effectivement, après toutes les opérations et les traitements hormonaux qu'elle avait pris, plus personne ne pouvait être totalement sûr. Et du coup, elle a obtenu du tribunal australien qu'on reconnaisse qu'elle était de genre indéterminé et de genre neutre. Et aujourd'hui, des militants, des associations se battent pour que ce genre neutre soit reconnu dans d'autres pays. Alors, il y a eu une première tentative et une première chose qui a été faite en Allemagne, puisqu'aujourd'hui en Allemagne, il y a la possibilité pour les enfants hermaphrodites d'être considérés comme indéterminés jusqu'à 18 ans. Mais les militants français souhaitent que ce dispositif-là soit ouvert à tout le monde. On y reviendra dans quelques instants. Troisième exemple, c'est le cas du petit Sen, un petit garçon de 6 ans, belge, dont les parents, parce que c'est plutôt les parents, sont convaincus que c'est une fille. Et ils ont décidé de le transformer en San, une petite fille, qui... Alors en Belgique, c'est totalement interdit, donc ça a été quelque chose qui s'est fait en accord avec l'administration des écoles. Les écoles ont accepté que ce petit garçon vienne en robe, qu'il aille dans les salles avec les filles, etc. etc. Et aujourd'hui, ses parents veulent même commencer à lui faire prendre des hormones. Les médecins qui suivent cet enfant, c'était tout à fait ce que je vous disais, c'est un enfant qui a un problème de dimorphisme de genre, se sont opposés à ce que les parents aillent dans ce sens-là. Mais c'était une volonté militante de leur part de montrer qu'effectivement, ils étaient convaincus que ça irait. On a un cas encore plus manifeste qui n'a que quelques semaines, en Argentine, puisque je disais tout à l'heure, en Argentine, il y a la possibilité pour de changer de genre à l'état civil sans changer de sexe. Je reviendrai dans quelques instants pour vous expliquer dans les détails. Et bien pour la première fois, c'est un droit qui a été ouvert en 2012 pour les adultes. Les militants se sont battus pour faire reconnaître qu'un enfant de 6 ans pouvait aussi avoir le droit de changer de genre, et que c'était une discrimination qu'on faisait auprès des enfants de leur interdire de changer de genre alors que les adultes qui avaient le droit. Et pour sourire, parce que c'est un peu moins grave, mais ça donne quand même l'influence médiatique, je vous présente Conchita Wurst, qui va être le candidat ou la candidate de l'Autriche à l'Eurovision, et qui du coup est une vraie star dans son pays, qui va devenir une star européenne dans quelques semaines, puisque c'est le candidat de l'Autriche à l'Eurovision, et déjà tout le monde en parle, et elle se revendique justement comme transgenre, c'est-à-dire que, voilà, empiriquement c'est un homme, elle n'a fait aucune opération, mais elle veut qu'on la considère comme une femme. Et donc c'est un exemple type du transgenre. Donc voici un petit peu les moyens, les exemples. Alors comment ça s'est diffusé? Je vais aller un peu plus vite. Il y a eu, comme je vous dis, pendant très longtemps, pas beaucoup d'avancées politiques. Et puis, en 1999, Judith Butler écrit un livre qui s'appelle Gender Politics, et qui va appeler tous les mouvements radicaux, issus des mouvements LGBT, issus de la théorie du genre et des études de genre, les appeler à agir de concert. L'ensemble des courants de la galaxie du genre, au nom de leur marginalité et du nécessaire rejet des normes qui structurent nos sociétés et notre système de filiation-reproduction. Alors, elle va être très rapidement, alors oui, je suis allé un peu trop vite, elle va effectivement d'ailleurs s'apercevoir que politiquement, on peut rassembler tout le monde et on peut être un peu cynique, notamment en revendiquant l'égalité, l'universalité, alors qu'elle est issue du mouvement queer. Le mouvement queer, pour rappeler un petit peu, le mouvement queer, ça veut dire étrange, et jusqu'à présent, ce sont des gens qui sont toujours revendiqués comme en dehors des normes, à l'extérieur des normes. Et là, ils vont comprendre qu'en demandant une aspiration à l'égalité, à la reconnaissance de leurs droits universels, eh ben, ils peuvent aller beaucoup plus loin qu'en restant marginaux. Et donc, elle va nous dire, et ça c'est assez intéressant, l'universalité et l'égalité, ces termes peuvent, stratégiquement parlant, nous rendre le plus grand service. Je suis arrivé à voir comment le fait de se réclamer de l'universalité pouvait être une prolepse
et avoir une efficacité performative faisant advenir une réalité qui n'existait pas encore. Une prolepse, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme qui est effectivement peu usité, c'est un argument qui réfute par son style tous les autres arguments. Et effectivement, dès lors qu'on met en avant l'égalité et l'universalité, c'est beaucoup plus difficile de contrer ces arguments. Et donc elle va essayer de rassembler tout le monde autour d'un projet, qui est le projet du Front de l'Union politique, qui se base sur 3 choses. Le rejet des normes du mariage, parce que pour elle, la parenté n'est pas biologique, elle ne peut pas être confondue avec la famille, c'est un simple contrat. C'est-à-dire qu'effectivement, n'importe qui peut élever les enfants d'un autre ou acheter un enfant, c'est un contrat. Et ça doit être un contrat, c'est pas quelque chose il n'y a pas de raison d'avoir une filiation biologique dans la filiation. Les biotechnologies doivent pouvoir accroître les libertés des femmes, et donc c'est ce que je vous disais, pour elles, la PMA ou même la GPA, c'est un peu d'un autre temps, il faut avancer vers les ventres artificielles, et donc il y a toute une littérature qui est développée autour de cela. Et enfin, 3e étape, qui est peut-être celle qu'on va rencontrer plus rapidement en France, la nécessité de militer pour la fin du dimorphisme, c'est-à-dire la binarité entre masculin et féminin, et permettre d'ouvrir le champ des possibles et d'éviter qu'il n'y ait que masculin et féminin. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs un peu partout, puisque un pédopsychiatre, le seul pédopsychiatre qui est favorable à ces idées, qui s'appelle Serge Effès, qui est aussi d'ailleurs, comme par hasard, le seul pédopsychiatre qui est associé à tous les groupes de travail du ministère, et celui qui dit aujourd'hui, on est en train de changer de regard, et sur la question des sexes et des genres, on est passé d'une bipolarité à une fluidité. Et on peut passer de l'un à l'autre beaucoup plus simplement, et il présente ça comme une sorte de progrès ultime. Comment tout ça s'est développé au niveau des instances internationales, parce que c'est comme ça que c'est apparu, et après on va rentrer dans le vif du sujet en France. Premier élément, premier endroit où on a parlé officiellement du mot genre, c'est la conférence de Pékin en 1995. La conférence de Pékin, c'est une conférence de l'ONU qui rassemble 5000 associations, et il y avait plein d'autres sujets a priori à traiter, mais des militants ont intégré cette commission et ont essayé de placer la question du genre. À l'époque, d'ailleurs, personne ne savait vraiment ce que c'était, à tel point que la question du genre, effectivement, le concept de genre est intégré dans la déclaration finale, mais avec une annexe où la présidente de la commission qui traitait de ce sujet-là explique que pour elle, finalement, le genre, c'est une traduction de sexe. Elle n'a pas bien compris la nature des débats, et donc elle le fait parce qu'elle voit quand même qu'il y a une résistance, parce que quand elle a appris ça, il y a eu effectivement le Vatican, certains États latins qui se sont vraiment mobilisés en disant on ne peut pas accepter ça, et elle l'a accepté, pensant que ce n'était pas très important. 1995 jusqu'en 2004, il ne se passe pas grand-chose, mais en 2004, il y a la création d'un comité qui s'appelle le comité IDAO. Le comité IDAO, c'est un comité qui rassemble de façon internationale les mouvements LGBT, et qui, là encore, malheureusement pour nous, est présidé par un Français, à l'époque, qui s'appelle Louis-Georges Tin, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, puisqu'il est dans plein de casquettes différentes, c'est aussi le président du CRAN, mais c'est Louis-Georges Tin, c'est un militant LGBT assez radical, et c'est lui aussi un des premiers à avoir parlé des écrits de Judith Butler en France. Et donc Louis-Georges Tin va structurer un mouvement LGBT international, et ça va avoir une première conséquence, c'est l'adoption en juillet 2006 à Montréal, à l'occasion des Gay Games. Alors les Gay Games, c'est des Jeux Olympiques pour les homosexuels. Donc à chaque fois, ils disent que certains se sentent rejetés, mais là, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes pour être contre eux. Et donc, à cette occasion-là, on a, à côté des Jeux Olympiques et des épreuves sportives, on a une conférence qui rassemble des militants et des intellectuels et qui va réfléchir à la rédaction d'une déclaration des droits humains des LGBT qui a vocation à venir compléter la déclaration des droits de l'homme de l'ONU. Et dans cette déclaration-là, on commence à avoir, on reprend le mot genre, on reprend la notion de liberté de choisir, et elle est appliquée notamment aux populations intersexes. Donc c'est quelques enfants qui sont de genre ambigu, et ils vont essayer de faire reconnaître que le fait de les assigner à un genre, de les obliger de choisir, c'est une mutilation. Et ça va être un des droits, c'est le droit de ne pas choisir. Premier droit qui va être reconnu dans cette réunion, qui est une réunion simplement militante. Sauf qu'elle va se traduire quelques mois plus tard, en novembre 2006, par une réunion cette fois-ci très officielle de l'ONU,
à Yogyakarta, c'est en Indonésie, je crois, va se réunir une grande partie des gens qui étaient présents à Montréal pour rédiger les principes de Yogyakarta, dont le principe 18, l'identité de genre est une expérience intime liée à une prise de conscience. Et du coup, là, on exclut totalement le corps. C'est une expérience intime liée à une prise de conscience. Et ça, c'est un texte qui va faire foi pour l'ONU, notamment dans la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Et ça va être repris, du coup, traduit dans les faits, en 2009, dans une décision du Conseil de l'Europe qui s'appelle « Droits de l'homme et identité de genre ». C'est à partir de ces textes-là qu'effectivement, tout va se diffuser. Alors, comment ça s'est diffusé en France? On y reviendra un petit peu plus dans le détail si vous voulez, mais pour aller très vite, premier élément qui montrait l'urgence, le 25 août 2012, le gouvernement Ayrault et Jean-Marc Ayrault signent une circulaire qu'il adresse à tous ses ministres. On est quand même juste quelques mois après l'élection présidentielle, donc c'est une priorité, et cette circulaire, c'est de demander à l'ensemble des ministres de suivre des cours sur la question de l'égalité de genre et la théorie du genre. Ces cours vont être réalisés par Caroline Dehaze, qui est une militante très active, qui vient d'intégrer à l'époque le cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, qui était la présidente d'un mouvement qui s'appelle Oser le féminisme, et qui a été connue pour des actions très radicales. Et donc, elle va être chargée de faire des cours particuliers à tous les ministres, entre août et octobre. Les ministres les plus importants auront droit à un cours particulier, les secrétaires d'État auront droit à des cours à 4 ou 5. Au jour d'aujourd'hui, aucun autre sujet de la politique, que ce soit l'emploi, l'industrie, il n'y a aucun autre sujet qui a mérité une circulaire du Premier ministre et des cours particuliers pour que tout le monde comprenne ce que ça voulait dire et ce qu'il fallait faire. C'est la seule chose qu'on a faite, c'est cette circulaire-là. Et malheureusement pour nous, un article du Figaro paru au mois de septembre 2012 nous a révélé que Caroline Dehaze jugeait que son meilleur élève, c'était Vincent Peillon. Vincent Peillon était le meilleur élève de ces séminaires. Deuxième élément, on est au mois d'octobre, toujours sous l'égide de Matignon, va être adopté un programme d'action gouvernementale contre les violences et les discriminations commises en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. En gros, c'est une feuille de route qui concerne l'ensemble des ministères, et l'ensemble des ministères ont des choses à faire pour aller dans cette direction de la reconnaissance, notamment de l'identité de genre. Alors, actuellement, tous les ministères n'ont pas fait leur feuille de route totalement. Il y en a qui sont plus assidus que d'autres. Christiane Taubira a presque tout fini. Puisqu'elle avait dans les missions qu'on lui avait confiées deux choses importantes. La première, c'était de former les magistrats à la question de la théorie du genre et de l'identité de genre. Je ne sais pas si vous en rappelez, ça avait fait une petite polémique, parce que pourtant les syndicats de magistrats sont plutôt sympathisants du gouvernement, mais ils avaient quand même écrit à la ministre en disant nous faire monter à Paris alors qu'on a plein de choses à faire et qu'on a des affaires, on est surchargé pour venir pendant 2 jours entendre des militants nous raconter n'importe quoi, on pense qu'on a autre chose à faire. Malheureusement, ils ont été obligés, notamment les procureurs, ont tous été obligés de venir 2 jours à Paris pour faire un séminaire sur l'identité de genre. Deuxième élément qu'elle a eu à faire, qui est toujours dans sa claire, c'est de travailler justement sur les changements de genre à l'état civil, faciliter les changements de genre à l'état civil. Et là, il y a quelque chose dont je vous ai parlé un peu rapidement tout à l'heure, le modèle c'est l'Argentine. En Argentine, en mars 2012, il y a un texte de loi qui est adopté et qui fait que n'importe qui peut changer de genre à l'état civil sans avoir justifié de quoi que ce soit. Il suffit d'avoir 2 témoins qui attestent que votre demande, si vous êtes un homme, d'avoir des papiers de femme, est sincère. Il n'y a pas besoin de suivre un traitement hormonal, il n'y a pas besoin d'avoir un médecin. Vous pouvez simplement décider, parce que, et là on est tout à fait dans la théorie du genre, c'est un état de conscience, vous pensez que vous avez le sentiment d'être une femme, donc vous pouvez obtenir des papiers. Ça paraît surréaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a payé le précurseur. Puisque le 23 décembre 2011, 130 parlementaires socialistes à l'époque, qui étaient à l'époque dans la minorité, déposent un texte de loi qui est signé par 133 de mémoire parlementaires socialistes, dont la moitié du gouvernement actuel, François Hollande, Jean-Marc Ayrault faisant partie des signataires, et qui dit à peu près la même chose, avec un seul élément de plus, qui montre qu'on est quand même un peu plus sérieux en France qu'en Argentine, c'est qu'il ne faut pas 2 témoins, il en faut 3.
Mais autrement, c'est la même chose. On peut changer de genre. L'idée, c'était de pouvoir changer de genre comme on le souhaitait. Et donc, Christiane Taubira doit engager ce chantier-là. Elle a déjà demandé l'avis du Conseil consultatif national des droits de l'homme, qui vient de lui rendre un rapport. Je l'ai ici, si vous voulez, je pourrais vous en faire lecture plus en détail. Mais en gros, ce rapport est extrémiste, puisqu'il reconnaît qu'il faut supprimer la notion de sexe du droit français pour la remplacer par la notion de genre. Et surtout qu'il faut prendre en compte plus simplement les cas de transsexualité, puisqu'en France, quand on est transsexuel, avec les certificats médicaux, il y a une procédure qui permet effectivement d'obtenir des papiers une fois que l'opération est faite, mais de reconnaître la transidentité, c'est-à-dire quelque chose qui comprend trois choses. Les transsexuels, donc les gens qui changent de corps parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps. Les transgenres, comme en Argentine, c'est-à-dire les gens qui restent dans leur corps d'origine mais décident de changer de genre, et donc auraient droit à des papiers. Et enfin, et ça, si on le fait comme ça, on serait vraiment les premiers à le reconnaître de façon aussi générale, ce que la commission appelle les queers, c'est-à-dire ceux qui choisissent de ne pas choisir. Et donc d'avoir un statut indéterminé, comme d'ailleurs ça commence à exister pour l'instant de façon expérimentale en Australie, je vous l'ai dit, et comme ça existe dans la ville de Brighton, où la ville de Brighton, c'est pas un texte de loi, c'est simplement la mairie de Brighton qui a décidé que sur les papiers d'identité, sur les papiers de la mairie, vous pouvez, si vous voulez, cocher la case neutre. Vous pouvez aussi aller dans les toilettes neutres, c'est-à-dire qu'il y a des toilettes garçons, il y a des toilettes filles, il y a des toilettes pour ceux qui ne savent pas. Il y a d'ailleurs, ça fait sourire, mais c'est une revendication en Californie. Il y a plusieurs établissements qui ont mis aussi des gymnases neutres. C'est-à-dire qu'on peut, effectivement, les gymnases, ça pour changer des vestiaires neutres, pour, effectivement, les garçons peuvent aller dans les toilettes des garçons, les filles dans celles des filles, et puis ceux qui ne savent pas, ils vont dans les toilettes neutres. Et du coup, ça permet aussi, ce qui risque de changer un petit peu nos compétitions sportives, de faire en sorte d'aller jouer dans l'équipe qu'on veut. Les personnes neutres peuvent décider de jouer avec les garçons ou avec les filles, un peu comme elles le souhaitent, et ça, effectivement, plusieurs établissements en Californie ont mis en place. Christiane Taubira donc, propose ça aujourd'hui. Il va falloir être très très vigilant, puisque le texte de loi qui devait parler de ça a été retardé. Dans la loi qui vient de passer, qui vient d'être votée il y a 3 jours à l'Assemblée nationale, la loi sur l'égalité hommes-femmes, certains sénateurs avaient voulu intégrer ce dispositif, et Najat Vallaud-Belkacem leur a dit non, on ne va pas en parler maintenant, on le fera courant 2014 dans une loi sur la simplification du droit. Et donc ils vont encore une fois essayer de nous faire passer quelque chose qui est quand même un vrai changement de société, comme une simple formalité administrative. On va simplifier quelque chose qui permettra de passer plus facilement devant l'état civil. Ça c'est pour Christiane Taubira, qui effectivement était la bonne élève. Le moins bon élève pour l'instant, c'est effectivement Manuel Valls, puisque lui il avait comme mission, mais ça va être compliqué quand même, de mettre en place dans tous les commissariats de France un référent LGBT qui soit en capacité de comprendre les problèmes liés à l'identité de genre, parce que par contre là, ils n'ont pas essayé de les former, ils pensent que les policiers ne pourraient pas comprendre, et donc il vaut mieux leur mettre quelqu'un qui est libre. Et enfin, il y a tous les ministères passent, et enfin, effectivement, le plus important, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Puisque pour eux, l'éducation a un rôle stratégique. Pour revenir, et pour bien comprendre, je vais revenir sur 2 éléments avant de rentrer dans les détails de ce qui a été fait. Premier événement, c'était peut-être comme ça que certains d'entre vous nous ont connus, il y a eu en mars 2013, au moment où Vincent Payon a fait adopter sa loi sur la réforme de l'école, il y a eu une députée qui s'appelait Julie Sommaruga, députée de Hauts-de-Seine, qui a déposé un amendement pour rendre obligatoire l'éducation à l'égalité de genre à l'école primaire. Et elle expliquait, alors souvent les militants du genre sont très habiles pour noyer le poisson et pour parler d'égalité. Bon, elle a été, le mérite d'être franche et de dire oui, moi je veux l'égalité de genre, parce que l'égalité de genre, ça renvoie à la culture et ça met le sexe qui est biologique de côté et c'est quand même beaucoup mieux. Bon, ça a quand même surpris certains, mais l'amendement a été adopté. Nous on s'est mobilisés, il y a eu un peu plus de 300 000 signataires, ça fait une première polémique et effectivement à ce moment-là, Vincent Payon a commencé à utiliser l'argument que j'utilise à chaque fois. On est comme vous, on est contre la théorie du genre, on est simplement pour l'égalité homme-femme. Donc quand le texte est passé au Sénat, on a fait adopter par les sénateurs qui nous soutenaient un autre amendement disant
puisqu'on va sublimer l'égalité entre l'éducation et l'égalité de genre, et on va la remplacer par l'éducation et l'égalité entre hommes et femmes. Ce texte-là a été adopté au Sénat, et on pensait que la messe était dite. Sauf que, retour à l'Assemblée, Barbara Pompili, qui est la porte-parole du groupe écologiste, qui sont, en France comme partout en Europe, les plus moteurs sur ces questions de genre, dépose un amendement pour supprimer l'éducation à l'égalité entre hommes et femmes et revenir à l'éducation à l'égalité de genre, puisqu'elle nous dit l'égalité de genre, ça va beaucoup plus loin que l'égalité homme-femme. Quand on lui demande jusqu'où ça va, par contre, on n'a pas la réponse. Mais effectivement, elle dépose cet amendement-là, et il a fallu qu'on refasse une mobilisation qui s'est faite en 48 heures pour qu'on oblige tous les parlementaires de droite, et on a fait du feu, quoi. Là, c'était d'ailleurs, à la fois c'est très efficace, et ça ne peut pas se faire tout le temps, mais il y a eu tout le monde, on a donné les numéros de téléphone des parlementaires pour que tout le monde les appelle. Certains ont été harcelés, mais au moins ils étaient tous présents. Et de l'autre côté, les parlementaires socialistes, il y en a eu quand même quelques-uns, on leur avait dit si vous ne voulez pas voter, vous allez à la buvette au moment où le vote, l'amendement va passer. Et il y a eu effectivement un afflux à la buvette, et du coup Barbara Pompili et ses copines se sont trouvées pas très nombreuses au moment du vote, et donc elle a retiré son amendement. Mais ça montre quand même l'hypocrisie de tout le discours, puisque si vraiment c'était l'éducation à l'égalité homme-femme, pourquoi avoir pris le risque de rechanger l'amendement? Donc aujourd'hui, et ça il faut bien l'avoir pour ce qu'on va dire ensuite, ce qui pouvait rendre l'éducation à l'égalité de genre et donc à la théorie du genre obligatoire dans la loi, ça n'est pas dans la loi. Donc maintenant, le ministère a plein d'autres moyens, puisqu'il ne peut pas le mettre dans la loi, il peut le rendre en gros avec des circulaires, avec des dispositifs expérimentaux, etc. Il peut le faire passer, mais ça n'a pas la force de la loi, et donc quand même les enseignants peuvent s'y opposer s'ils le souhaitent. Deuxième élément qui fait bien comprendre la philosophie, le 4 janvier 2013, Vincent Payon adresse une circulaire à l'ensemble des recteurs, leur demandant, je cite, de s'appuyer sur la jeunesse pour transformer les mentalités. On n'est quand même pas très loin d'une définition de propagande, et surtout qu'il va plus loin, puisqu'il leur demande de s'appuyer pour cela sur un dispositif qui s'appelle la Ligne Azur. La Ligne Azur est une association militante, très militante, qui propose aux enfants et aux élèves, et donc qui est recommandée par le ministère à toute l'éducation, qui propose des documents pédagogiques, dont un dictionnaire. Et là, on voit qu'on est quand même, quand Vincent Payon nous dit qu'on n'est pas dans les théories du genre, n'existe pas, que c'est une rumeur. Ce qu'il propose quand même comme définition est très proche de la rumeur, est très proche de la théorie du genre, puisqu'on a dans le dictionnaire qui est à destination des enfants et des élèves, identité de genre, sentiment d'être un homme ou une femme. Pour certains, le sexe biologique coïncide avec ce ressenti. On peut dire quand même que cette formulation elle est plus que militante, et que là, on est dans quelque chose qui est directement dans la théorie du genre. Et ça, cette association-là, donc, est une association qui est totalement soutenue par le ministère. Deuxième élément, qui vont se passer quelques mois après, c'est le rapport de Michel Deschenets, qui va confirmer tout cela, puisque Michel Deschenets est alors un militant lui aussi. Ça a été pendant très longtemps le président d'une association très influente, mais très peu nombreuse, puisqu'il n'y a que quelques personnes, une association qui s'appelle Homosexualité et Socialisme, et il a été le porte-parole sur la question LGBT de François Hollande. Et en juin 2013, il fait un rapport où en gros il incite l'éducation nationale à s'appuyer sur les associations LGBT, à la fois pour former les enseignants, mais aussi pour intervenir en classe. Et lui aussi, en exergue, il reprend une définition de l'identité de genre qui est totalement celle qu'on retrouve à l'ONU, ou celle qu'on retrouve dans la Ligne Azur, c'est-à-dire une simple prise de conscience, un simple sentiment qui n'est pas du tout lié au corps. Et donc, ça va être un rapport, et ces deux, la circulaire, le rapport et ce combat parlementaire, donnent un petit peu quand même l'objectif. Quelle est la philosophie derrière tout ça? Parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est ça qui est très habile dans ce qui est mis en place. C'est qu'après, on a une vraie mécanique qui est mise en place de la diffusion du genre à l'école, mais une mécanique qui est complexe, et quand on la regarde de trop près, quand on regarde chacun des rouages pris individuellement, il peut paraître assez innocent et assez finalement inoffensif. C'est quand on les met les uns à côté des autres qu'on s'aperçoit que ça peut broyer l'altérité sexuelle, que ça peut broyer l'esprit des enfants, que ça peut être effectivement très dangereux. Mais à chaque fois qu'on fait un gros plan et qu'on nous dit mais sur cette chose-là, vous voyez bien quand même que ça ne va pas aller très loin, effectivement, on peut se dire oui, vous avez raison. Par contre, quand on prend un peu de recul, quand on sait effectivement
quelles sont l'origine, sur quelle philosophie on se repose, et qu'on voit comment c'est combiné, là, la chose est très claire. Alors, je vais vous citer quelques-uns des exemples qui sont actuellement dans 15 janvier 2014, c'est tout récent. Le commissariat général à la prospective et à la planification, ce qu'on appelait avant le commissariat général au plan, a remis un rapport sur les stéréotypes filles-garçons. Ce rapport, il est très intéressant parce que c'est une démarche très nouvelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler des nudges. Les nudges, ce sont des spécialistes des sciences comportementales qui ont trouvé ça, notamment, c'est très développé en Angleterre et un petit peu aux États-Unis. Ce sont des mesures incitatives qui permettent de faire modifier le comportement des gens de façon inconsciente. Alors souvent, c'est présenté comme un moyen, une alternative à la loi. Plutôt que de faire des lois, on met en place des mesures incitatives qui leur permettent inconsciemment de changer leur comportement. C'est quelque chose qui a surtout été utilisé jusqu'à présent dans le combat sur la lutte contre les dépenses énergétiques, pour faire diminuer les dépenses énergétiques ou pour faire améliorer la lutte pour l'environnement. Et à chaque fois, c'est des mesures insidieuses qu'on ne remarque même pas, et donc là, il y en a toute une liste. Pour bien vous donner l'exemple, celui qui a inventé la nudge theory, c'est un Américain qui a utilisé son premier travail, a été sur quelque chose d'assez prosaïque, je m'en excuse, c'était sur les urinoirs dans les stations-service, etc. Il s'était aperçu que tous les panneaux disant s'il vous plaît, ne visez pas à côté, etc., ça ne marchait pas, qu'on ne pouvait pas faire une loi, mettre des amendes, ça ne servait à rien. Et il a eu une idée. Alors, une idée qui a été testée en laboratoire et qui s'est révélée très efficace, c'est qu'ils ont gravé dans les urinoirs des fausses mouches. Et que cette fausse mouche a fait que tout le monde visait plus ou moins inconsciemment. Et qu'effectivement, on a résolu le problème. Et bien, ce qui paraît totalement une fausse mouche qui était gravée dans... Et c'est effectivement, ça donne bien comment ça fonctionne. C'est quelque chose qui nous fait agir inconsciemment dans le sens qu'on veut, que la personne qui a mis en place cette mesure. Ça peut être très sympathique quand tout le monde partage l'objectif, mais quand on ne partage pas l'objectif, c'est de la manipulation. Et quand on va le mettre en place sur des choses comme justement l'identité de genre, etc., ça devient assez compliqué. Et là, on a toute une liste. Faire pression sur les fabricants de jouets pour qu'ils mettent telle ou telle chose, faire en sorte que sur les affiches, on teste en laboratoire pour mettre des logos ici ou là. Il y a au moins une soixantaine de mesures, faire en sorte, des choses très ridicules, que dans les manuels scolaires, il y ait un nom équivalent de pronom il et de pronom elle, etc., etc., changer les héros, etc., etc. Ça, c'est ce premier rapport, mais qui est intéressant parce qu'on voit effectivement que chacun de ces petites mesures vont paraître très inoffensives, mais quand on sait comment elles sont nées, ça peut poser problème. Deuxième mesure, c'est celle dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines, c'est le dispositif ABCD Égalité qui est aujourd'hui testé dans 600 établissements et dans 10 académies. Ce dispositif, là aussi, il nous est vendu comme un dispositif pour améliorer l'égalité garçons-filles. Dans les petites classes. Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le commissariat général au plan dit que notamment ces mesures-là sont pour un public de 0 à 6 ans. Parce qu'effectivement, pour eux, c'est à ce moment-là qu'il faut jouer sur les esprits pour effectivement faire avancer la lutte contre les stéréotypes. Le programme ABCD, lui, c'est pour les 3 à 6. Donc c'est pour un peu plus âgés, 3 à 9 même. C'est pour les un peu plus âgés. Mais effectivement, le procédé, c'est de former les enseignants. Alors, c'est là-dessus que c'est très compliqué pour les parents. Il n'y a pas de cours, il n'y a pas de programme. Dans les établissements qui vont adapter le programme ABCD, c'est pour ça que là aujourd'hui, quand le ministère dit aux parents qui se mobilisent « mais vous êtes fous, c'est pas au programme aujourd'hui », ça ne sera jamais au programme. Dans les écoles qui adoptent le programme ABCD, il n'y a pas de programme. On a formé simplement les enseignants à avoir des méthodes justement du type de celle que je vous ai indiquée et qui visent à toujours avoir des lunettes de genre et tout lire à travers la question du genre. Donc, par exemple, il y a des exemples qu'on voit, il y a des exemples sur l'histoire. On va étudier un tableau de Louis XIV qui est en robe avec des talons, et donc on va en tirer une conclusion. Finalement, peut-être que Louis XIV, qui est un peu de genre, un peu efféminé, ce qui est totalement anachronique, parce qu'à l'époque, c'était un symbole de puissance, le fait d'avoir des talons, etc. Et donc, c'était pas du tout. Et donc, on a une lecture anachronique des choses, parce qu'on va essayer d'imposer les valeurs et surtout les mécanismes pour arriver à cette chose. Et donc,
on va avoir dans ces écoles-là, notamment dans la maternelle, une vraie difficulté pour les parents, parce que c'est des choses qui vont être insidieuses, et jamais vous saurez exactement comment c'est fait. D'autant plus que le ministère refuse que les parents soient associés à l'évaluation, puisqu'on nous dit que c'est une expérimentation, et qu'à la rentrée 2014, elle sera généralisée si l'évaluation est bonne. Sauf que l'évaluation, on nous dit qu'elle va avoir lieu au courant du printemps, donc le dispositif a commencé au 1er janvier, dans les établissements, ça va être évalué au mois de mars, les parents n'ont pas leur mot à dire, et même, plus surprenant, le ministère refuse de communiquer la liste des établissements. On ne sait pas quels sont les établissements qui appliquent ou pas cette politique-là. Donc c'est pour ça que, je vous ai amené quelques pétitions, on demande la suspension de ce programme, parce que vu qu'il n'y a aucune transparence, qu'il n'y a aucune clarification, autant qu'ils disparaissent tout de suite, parce qu'en tout cas c'est pas une volonté. Si vous voulez, j'y reviendrai plus en détail, mais en plus ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est un programme qui est fait pour, soi-disant, améliorer l'égalité garçons-filles. Sauf qu'à l'école, ce n'est pas les filles qui sont les victimes. Les garçons sont très largement les victimes. C'est les garçons, surtout dans les petites classes, qui ont les plus grandes difficultés. Et les écarts sont très importants. Et dans les pays qui développent l'éducation neutre, la Finlande et la Suède, il faut savoir que les inégalités, depuis qu'ils ont mis en place ça, ne se sont pas comblées, elles se sont creusées. Alors certes au profit des filles, mais elles se sont creusées de façon très forte. Aujourd'hui, la Finlande est le premier pays de l'OCDE en termes d'inégalité garçons-filles. À 15 ans, il y a l'équivalent d'1 an et demi de retard scolaire pour les garçons par rapport aux filles. Donc est-ce que c'est ça le modèle qu'on nous dit, ou en gros on nous dit que c'est au nom de l'égalité, alors qu'en réalité ça creuse les inégalités, parce qu'il y a toujours cette volonté qu'on retrouve dans les racines dont je vous ai parlé, de considérer que les filles sont les victimes. À l'école, ce n'est pas le cas. Peut-être plus tard, mais pas à l'école. Et aujourd'hui, on est en train de sacrifier des générations de petits garçons parce qu'on est en train de mettre en place des pédagogies qui ne sont pas adaptées. Ça, c'est la première chose. Troisième élément, qui participe aussi à cette volonté de faire passer des messages insidieux, c'était, et là, presque étonnant, même nous, on ne l'avait pas vu au début, c'était la diffusion du film Tomboy. Un programme qui s'appelle École et Cinéma, qui est normalement, là aussi, c'est pas au programme, il n'y a rien, c'est un dispositif qui est proposé, qui permet aux enfants d'aller au cinéma. Dans le cadre scolaire, ils vont au cinéma, mais c'est pendant les heures de classe, etc. Il y a plein de films qui sont à la disposition, mais ils en ont choisi 3, dont le film Tomboy, qui à l'origine devait être plutôt pour des collégiens, et finalement qui a été majoritairement vu par des élèves de CE2, CM1, CM2. Et Tomboy, c'est un film très militant. Ce film a reçu le prix du jury au Berlinade, donc à Berlin, le prix du jury au Teddy Awards, qui est le prix récompensant les films traitant de sujets LGBT. C'est un film qui est très bien fait, puisque c'est un film dont l'histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait passer pour un petit garçon parce qu'elle veut jouer avec les garçons, qu'elle va jusqu'à se faire un faux zizi en pâte à modeler, et elle va se faire passer pour un garçon. Et on la voit heureuse à jouer avec les garçons. Et puis, à un moment donné, sa mère se rend compte qu'elle se fait passer pour un garçon, et elle va essayer justement de faire le travail de mère, ce qui va dire, bon, tu arrêtes tes bêtises, tu es une petite fille, et on voit le rôle de la mère qui devient vraiment la personne qu'on arrive à détester, puisque les enfants s'identifient aux héros, et tout le monde trouve ça fort naturel. Et effectivement, je vous ai amené aussi quelques exemples, c'est une note qu'on a distribuée aux enfants. L'objectif, la réalisatrice du film dit bien que son objectif c'était... attendez, hop, excusez-moi, je suis un peu... voilà, c'est ça, excusez-moi. La réalisatrice du film dit bien, je voulais pouvoir faire un film qui milite à un endroit où ça allait fonctionner, où je n'allais pas m'adresser à des gens déjà convaincus, parce qu'il y a une promesse de cinéma derrière. Donc c'est parce qu'on dit du cinéma qu'on va amener des enfants effectivement voir ça. J'ai le souci de ces équilibres. Il faut toucher un maximum de gens avec des messages subversifs et politiques. Ça, c'est dans le dossier de presse du film. Et donc on se demande vraiment ce que ça fait à l'école. Les messages subversifs et politiques pour des enfants de CE2, CM1, CM2, on se pose la question de ce que ça fait à l'école. Et bien malheureusement, effectivement, ça fait partie aussi de ça. Si on additionne déjà ce qu'on a dans la mécanique, entre 0 et 3 ans, on a effectivement toutes ces mesures incitatives inconscientes.
Après, ils arrivent à l'école, programme ABCD, où on commence à leur dire qu'il faut supprimer tous les repères masculins et féminins parce qu'il faut pouvoir avoir l'égalité, donc il faut supprimer ces repères-là. Puis après, on leur montre des films où on leur dit, bah voilà, il y a une petite fille qui finalement est plus heureuse d'un petit garçon, puis c'est quand même très triste que sa mère l'oblige à redevenir une petite fille, etc., etc. Et puis on va arriver au quatrième point de mon propos, celui-là, qui sont les livres et les programmes scolaires, qui vont être un véritable moyen de véhiculer ces pensées-là. Les livres, notamment là aussi, il y a deux choses qu'il faut bien avoir en tête. Maternelle, primaire, il n'y a pas de programme scolaire à proprement parler. Et il n'y a pas donc de liste de manuels. Et les enseignants sont libres de choisir les livres qu'ils veulent. Et là, il y a une association qui s'appelle Homo Edu qui leur propose depuis quelque temps des livres qui sont censés être non genrés, c'est-à-dire qui ne reproduisent pas les modèles du genre. Donc on met de côté toute la littérature enfantine classique, fini les contes de Grimm, les contes d'Andersen, fini même Disney, parce que Disney ça paraît quand même trop prince-princesse, et on va remplacer ça par des livres fort mignons, comme Papa porte une robe, Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi, J'ai deux papas qui s'aiment, ou le plus récent qui n'est pas sur cette capture, mais qui vient qui est consulté dans certains livres, ma mère est une femme à barbe. Maman est une femme à barbe. Et effectivement, donc voilà, l'idée c'est de casser les codes, soi-disant, et de montrer qu'on peut être tout à fait à l'aise là-dedans. Et ça, effectivement, c'est un des vrais risques. Petit à petit, on va remplacer peut-être ce qui était des stéréotypes, masculin-féminin, d'accord, par d'autres stéréotypes. Mais la question est de savoir, là aussi c'est politique. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment ce genre de stéréotype-là? Est-ce qu'on veut que nos enfants soient amenés à lire? En plus, ces livres-là, nous on a malheureusement dû les acheter et les lire. Ils sont en plus très malsains dans la manière même dont ils sont rédigés, dont ils sont illustrés. On n'est plus du tout dans des contes destinés à des enfants. Les dessins rendent mal à l'aise, etc. Et il y a cette volonté-là, effectivement, de créer le malaise. Ça, donc, c'est pour la littérature enfantine quand il n'y a pas de programme scolaire. Et juste pour finir, c'est à la fois une association qui les propose, mais aussi le premier syndicat du primaire, le SNU-IPP, qui propose, par exemple, à tous ces enseignants, donc c'est le premier dans le syndicat d'enseignants, qui propose d'utiliser ces livres. Les manuels scolaires, donc là, il faut savoir, Vincent Payon est en train de refaire tous les programmes scolaires de la maternelle jusqu'au lycée. Il vient de commencer, normalement, mais il y aura peut-être du retard, on devait avoir les nouveaux programmes de la maternelle à la rentrée 2014, puis après ça sera collège, lycée, etc. Et donc, en 3 ans, il a l'ambition de refaire l'intégralité des programmes et l'intégralité des manuels. Et il a confié à un think tank qui s'appelle République et Diversité, qui est présidé par Louis Georgetin, dont je vous ai parlé déjà, puisque c'est lui qui a créé le comité IDAO, et c'est lui qui a été à l'origine de l'adoption de toute la question de l'identité de genre dans les instances internationales, et dont le chargé de mission au manuel scolaire, notamment sur les questions de genre, est Eric Fassin, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Donc autant dire qu'on est avec des gens qui s'y connaissent, et ces gens-là doivent travailler en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et des éditeurs manuels scolaires pour veiller à ce que les futurs manuels ne véhiculent pas de stéréotypes de genre. Donc autant dire qu'on va remplacer certains codes masculins, certains repères masculins-féminins par les stéréotypes que veulent nous faire accepter. Enfin, le dernier point de cette éducation, c'est l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui d'ailleurs, hier, Najat Belkacem a ouvertement menti dans une interview télévisée, et elle n'arrête pas de dire en disant bien sûr, on ne parle pas de sexualité avec les élèves de primaire. C'est totalement faux, puisque eux-mêmes ont décidé de renforcer une circulaire qui existe depuis 2001. En 2001, Jack Lang fait une circulaire pour créer l'éducation à la sexualité, la rendre obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, au collège. Pendant plus de 10 ans, cette circulaire n'est presque pas appliquée, parce que notamment les enseignants primaires, effectivement, imaginent qu'ils ont bien d'autres choses à faire que de s'intéresser aux questions que les enfants ne se posent pas. Et donc, en octobre 2012, Vincent Payon va lancer un groupe de travail au ministère de l'Éducation nationale où on retrouvera beaucoup des militants du genre et où moi je ferai leur rencontre parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, sûrement une erreur à la poste, mais j'ai été invité à participer à ce groupe de travail et c'est là, effectivement, que j'ai découvert l'ampleur du problème. Puisque
dans ce groupe de travail, l'objectif c'était de refaire en sorte que l'éducation à la sexualité devienne une réalité, notamment dans les petites classes. Avec une prise de conscience, c'est qu'effectivement, à 6 ans, on ne va pas parler de contraception à des enfants, on ne va pas leur parler non plus de sexualité à proprement parler, parce que c'est beaucoup trop tôt, mais par contre, on peut déjà commencer à faire en sorte de les éduquer dans le sens de la théorie du genre, puisque l'objectif tel qu'il avait été affiché, c'est une phrase, quand on entend la première fois, je vous assure qu'on s'en rappelle, l'objectif de ce groupe de travail, c'était de faire en sorte que l'éducation à la sexualité soit un moyen de dépasser la binarité historique entre masculin et féminin. Et donc, c'est des associations militantes qui ont fait ce groupe de travail et qui ont trouvé quelques pistes, validées par le ministère de l'Éducation nationale, validées aussi par le rapport de Michel Teichenet, c'est-à-dire, puisque les enseignants ne veulent pas et ne sont pas à l'aise avec ces questions-là, eh bien, ouvrons la porte aux associations militantes LGBT qui, elles, peuvent tout à fait faire ce travail d'éducation à la sexualité. Et le ministère a habilité déjà plusieurs associations, dont Estime, Contact, le Planning Familial, la Ligne Azur et SOS Homophobie. SOS Homophobie, juste pour présenter l'association en un mot, ça donne bien quand même. SOS Homophobie a été condamné par le tribunal administratif de Paris il y a 2 ans pour atteinte à la neutralité parce qu'elle était trop militante dans ses interventions en classe et dans les documents pédagogiques qu'elle remettait aux élèves et aux enfants. Autant dire que là aussi, un juge administratif, c'est pas un dangereux conservateur réactionnaire. S'il a décidé de retirer l'habilitation à cette association-là d'intervenir en classe, c'est qu'il y a une vraie raison. Et bien malgré tout, le jour même du jugement, Vincent Payon fait un communiqué de presse où il dit « On a pris acte du jugement, mais malgré tout, je renouvelle ma confiance et j'incite tous les établissements scolaires à continuer à travailler avec cette association-là, sans agrément. Parce qu'elle aura un agrément bientôt, parce qu'on va refaire un dossier d'agrément. » Effectivement, elle a eu un agrément dans les quelques semaines qui ont passé, mais là encore, on a une vraie volonté. C'est très rare, c'est même totalement scandaleux qu'il y a un juge qui prend un jugement, le ministre de l'Éducation nationale, 3 heures plus tard, fait un communiqué de presse disant « Le jugement, je m'en fiche, il continue à travailler avec nous. » Et effectivement, aujourd'hui, c'est ces associations-là qui sont habilitées à travailler avec les associations. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il y a, j'imagine, pas mal de questions. On est dans un moment assez compliqué parce qu'effectivement, il y a un combat de communication entre le ministère et les parents et tout le monde, parce qu'ils essaient de nous faire croire que tout ce que je vous ai présenté, c'est des choses que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site avec toutes les références et les circulaires qu'ils ont eux-mêmes signées. D'ailleurs, Najat Belkacem est la première, elle dit que les théories du genre n'existaient pas, mais en avril 2011, elle-même revendiquait la théorie du genre. Donc on est dans un vrai combat où il faut informer les parents, où il faut informer tous les Français parce qu'il y a un vrai enjeu et que c'est pas quelque chose qui peut passer comme une lettre à la poste. C'est pas les changements de genre à l'état civil, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter comme une simple simplification du droit. C'est quelque chose qui va changer notre société, qui va changer d'ailleurs le rapport homme-femme, qui nie l'altérité sexuelle, qui nie la complémentarité des sexes, et tout ça, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter. Et donc je trouve qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de se mobiliser sur ces questions-là. Et nous, on a besoin de vous de plein de façons différentes. On a besoin de vous en nous faisant remonter les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors avec des difficultés, puisqu'on ne pensait pas du tout que ça soit aussi grave que ça quand on a lancé l'Observatoire au mois de février 2013. Depuis, on est noyé par les remontées de terrain et on les traite le plus rapidement possible, mais il y a quand même... pour vous donner un chiffre, j'ai 30 000 mails de retard, donc il y a un peu de monde qui se mobilise. Mais effectivement, il y a un vrai travail à faire. On a besoin de vous pour faire remonter des informations, on a besoin de vous pour diffuser de l'information, pour expliquer les choses, et on a besoin de vous aussi parce que matériellement, il faut qu'on ait les moyens de faire ces campagnes. Donc voilà, vous pouvez tout trouver sur notre site, et je suis là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup.